donc, ce webinaire aujourd'hui est consacré à Tableau Software et j'ai le plaisir d'être accompagné de Monsieur Alexandre Marie de Vivessia, donc qui est responsable d'analyse de marché et donc qui viendra témoigner des apports de la solution Tableau dans le cadre de son travail quotidien au sein de Vivessia. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter Tableau Software, de pouvoir vous partager avec vous le retour d'expérience d'Alexandre Marie qui a travaillé avec Kyrus sur un projet autour de l'intégration de données et de la visualisation de données avec Tableau Software. Voilà, moi je me présente, donc Thomas Desgranges, je travaille au sein de Kyrus depuis 5 ans maintenant, j'ai 10 ans d'expérience dans la BI et aujourd'hui au sein de Kyrus, j'occupe un poste de team leader dans la practice Smart Data. Donc, la practice Smart Data, c'est une practice qui porte au sein de Kyrus la BI agile et donc plutôt orientée vers des outils innovants et pour ma part, je m'occupe principalement au sein de Kyrus Smart Data, des offres autour de Tableau Software pour la partie data visualisation et d'Alterix pour la partie data préparation. Voilà, donc je vous propose de commencer rapidement. Il y a quelques mois, quasiment un mois maintenant, je présentais un workshop Alterix et je vois qu'il y a quelques participants que je retrouve de ce workshop. Donc, ne soyez pas surpris s'il y a un certain nombre d'éléments dont on va reparler, mais ce sont des éléments importants. Aujourd'hui, pour remettre le contexte, et dans le contexte de cette BI agile, la conviction de Kyrus Smart Data rencontre celle du Gartner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui est analyse visuelle de données est la nouvelle, quelque part, le nouveau besoin clé versus une BI plus traditionnelle. On a aujourd'hui des plateformes analytiques qui s'orientent très clairement vers du self-service à destination des utilisateurs métiers. Cette data discovery, elle implique aussi de nouveaux outils plus innovants, plus visuels. Et donc, le Gartner estime qu'à environ en 2018, la plupart des utilisateurs métiers, la plupart des analyses dans les organisations auront accès et devront avoir accès à des outils vraiment orientés self-service, que ce soit sur la préparation des données ou que ce soit sur la visualisation des données. Aujourd'hui, très clairement, sur un certain nombre de projets, on se rend compte que des pure players de la data viz, que sont Tableau, Qlik, Spotfire, vraiment prennent des projets de plus en plus et sont également considérés comme des outils également de BI d'entreprise. Voilà, donc ça, ce sont aujourd'hui, c'est quelque part un premier round. Il y a un certain nombre d'acteurs de BI traditionnels qui ont accéléré le pas, et notamment MicroStrategy, pour rattraper leur retard sur tout ce qui est effectivement analyse visuelle et data discovery. Et aujourd'hui, on a vraiment très clairement plusieurs leaders qui se dégagent et Tableau fait partie des leaders. Je ne vous remontre pas le Magic Quadrant du Gartner, mais Tableau est vraiment un des leaders dans ce marché de l'analyse visuelle. Toujours pour reposer très rapidement le contexte, aujourd'hui, on se rend compte que malgré des investissements conséquents en termes de BI, un certain nombre d'organisations ont toujours des problèmes qui sont liés à des sources de données multiples. On le verra dans le cas de Vivessia, c'était clairement un des enjeux du projet. On a des outils BI traditionnels qui sont aujourd'hui complexes à mettre en œuvre,
et pour lequel les délais les délais de réalisation sont trop longs. Aujourd'hui, on a très clairement besoin d'aller vraiment beaucoup plus vite et d'aller vraiment plus loin dans l'expérimentation, dans l'exploration des données et tout ce contexte et toutes ces problématiques sont aussi liées au manque d'autonomie des utilisateurs métiers. La solution qui est aujourd'hui à l'ensemble de ces problématiques, c'est très clairement de remettre l'utilisateur métier au centre des besoins avec des outils qui sont vraiment orientés self-service, des outils qui sont simples, des outils qui sont rapides à mettre en œuvre et des outils qui offrent des résultats, une visualisation des résultats vraiment très rapide et j'ai envie de dire très sexy. Aujourd'hui, on a, comme on le voit sur ce tableau, moi, la première fois que je l'ai vu, ça m'a rappelé l'homme universel de Vinci. Je l'ai vu à la tableau conférence et je me suis dit, voilà, c'est Tableauman. L'utilisateur avec Tableau peut se connecter à ces données, explorer et voir ces données. Il peut développer de la valeur, amener de la valeur ajoutée à ces données. Et puis surtout, il peut également partager ses découvertes avec ses collègues. Aujourd'hui, on a des utilisateurs qui sont de plus en plus exigeants, notamment sur la rapidité d'accès à l'information, pour que l'information elle soit fraîche. On verra également que c'était un des points clés du projet qui a été mené pour Vivescia. C'était un des enjeux. On a besoin aussi d'outils qui soient faciles à mettre en place, dans lesquels on puisse très rapidement obtenir des résultats. Et je vous montrerai par la suite une démo. Vous verrez que en quelques clics, on peut vraiment avoir des visualisations très intéressantes sur un périmètre de données assez large. Alors, effectivement, pour répondre à ces problématiques de self-service BI, il existe la solution Tableau. Alors, Tableau, en quelques mots, pour concrètement vous décrire la solution. Tableau, c'est un outil donc de self-service à destination des utilisateurs métiers. Il va vous permettre de voir et de comprendre vos données. Avec Tableau, vous allez vraiment pouvoir vous connecter à un grand nombre de sources de données, même dans des environnements big data. Et puis, très rapidement, vous allez pouvoir explorer vos données, vous créer des graphiques et explorer vos données à partir de visuels et ensuite pouvoir baser vos décisions sur vos données et ensuite publier les découvertes que vous aurez faites avec Tableau. L'objectif de Tableau, c'est vraiment de pouvoir permettre l'analyse visuelle à l'ensemble des utilisateurs métiers. Donc, je le rappelle, avec un outil qui se veut vraiment simple, rapide et assez efficace dans la capacité à restituer. Avec Tableau, on obtient vraiment des résultats dans la minute, et plus vraiment des résultats en semaines ou en mois où il fallait demander à l'IT de nouvelles données. Ça mettait du temps et puis au final, les données, elles n'étaient pas fraîches et on ne pouvait pas explorer l'ensemble du périmètre. Voilà, avec Tableau, vous avez vraiment la main sur un grand nombre de sources de données et vous pouvez les croiser et surtout les visualiser. Mettant pas, je présenterai plutôt une démo. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Tableau, Tableau, c'est une offre de produit, qui est également simple, mais aussi efficace. Donc, dans l'écosystème Tableau, il y a un produit phare qui est le Tableau Desktop, donc qui est vraiment dédié aux business analysts et également à des développeurs IT. Donc, c'est un outil qui va vous permettre d'explorer, de visualiser vos données, d'y accéder en self-service, de créer vos tableaux de bord et puis déjà de pouvoir rechercher de la valeur directement sur votre poste. Ensuite, on a Tableau Serveur. Donc, Tableau Serveur, c'est l'outil qui va vous permettre de partager
ces analyses dans un portail, de faire de la publication de tableaux de bord, de pouvoir aussi abonner un certain nombre d'utilisateurs à des tableaux de bord, d'être prévenu quand il y a de nouveaux tableaux de bord et de nouvelles actualisations. Et puis, il y a également au sein de tableaux serveurs une possibilité donc, de sécuriser l'accès aux informations. Et donc, c'est un véritable portail collaboratif avec également des accès via application mobile. Juste, je fais une petite pause. Si on entend quelques souffles, si vous pouviez couper, faire bien attention à couper vos micros pour le confort de tous, ce serait sympa. Voilà, merci. Je continue avec également une offre qui s'appelle Tableau Online, donc qui est une version hébergée de Tableau serveur. Donc c'est une version hébergée en cloud avec exactement les mêmes fonctionnalités que Tableau serveur. Donc voilà, Tableau Online peut être également une alternative pour un déploiement très rapide dans l'entreprise de l'outil Tableau. Voilà, donc c'est une offre de produit qui est redoutablement simple et très efficace, puisque partant d'un desktop, je peux commencer à créer mes propres visualisations, mes propres tableaux de bord, et puis ensuite les partager à un serveur pour que des utilisateurs de mon organisation puissent accéder à ces tableaux et puis donc pouvoir partager ces analyses et avoir un vrai travail collaboratif avec l'ensemble de l'organisation. Voilà, je vous propose une petite démo, parce que l'idée c'est aussi de vous présenter l'outil. Donc l'objectif aujourd'hui, je l'ai fait il y a vraiment quelques heures. Tout ça pour aussi vous montrer que très rapidement on pouvait obtenir des résultats. Donc pour préparer ce webinaire, je me suis dit d'accord, le domaine de métier de Visescia, c'est tout ce qui est l'agri-industrie. Donc j'ai été chercher des données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et la culture. Donc c'est des données qui sont en open data. Et donc moi j'ai choisi de vous présenter des données qui montrent les volumes d'import, d'export de céréales dans le monde depuis 1961 jusqu'à 2013 aujourd'hui. Donc je vais basculer sur Tableau. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. C'est bon? Oui. Parfait. Oui. Donc, globalement, donc j'ai été sur le site de la FOA. Il y a des possibilités de télécharger un certain nombre de données donc de cette base. C'est des données qui arrivent sous Excel, qui arrivent sous cette forme. Donc on va se retrouver sous la forme d'un fichier Excel avec ici donc une liste de pays. Là j'ai donc plutôt des informations sur les céréales. C'est la vue que je vais privilégier. Puis là j'ai des éléments sur les quantités importées en tonnes, la valeur que ça représente en milliers d'US dollars. Et puis là j'ai l'ensemble de mes années qui sont présentées. Voilà, et donc quelque part, en quelques heures, en fait, j'ai réussi à monter ce tableau de bord. Donc en fait, c'est un tableau de bord qui permet quelque part d'analyser donc les différentes métriques, notamment les quantités exportées. Alors ce qui est assez sympa, c'est que j'ai pu monter un petit code couleur et puis relier sur la carte. Et donc si on voit aujourd'hui l'évolution des quantités importées de céréales, on se rend compte que clairement l'Europe, qui n'était pas en tête dans les années 60-70, on voit que les États-Unis avaient un très fort potentiel d'export. Eh bien, on peut se rendre compte rapidement, en regardant l'évolution au fil des ans,
que l'Europe, à partir des années 2000-2007, voilà, on voit un rapprochement là autour de 2010 et puis clairement une augmentation du volume exporté. De la même manière, on se rend compte effectivement que les quantités importées de céréales sont vraiment plus en Asie et en Afrique. Donc voilà, on arrive quelque part avec Tableau à valider un certain nombre de données dont on pouvait avoir évidemment conscience, hein, de se dire que l'Europe et l'Amérique du Nord étaient les principaux exportateurs, mais on arrive à voir clairement quels sont les continents qui importent. Voilà, et puis donc ça c'est plutôt une vision dashboard que j'ai créée vraiment hier soir. Donc quelque part en fait Tableau c'est un outil qui va me permettre voilà, donc si je le reprends avec vous, donc ici je me suis connecté à ma source de données de données Excel. Donc vous voyez ici j'ai les données, donc je les ai déjà fait pivoter pour avoir mon année en ligne et puis mes différentes valeurs. Et donc quelque part, voilà, en faisant du drag and drop, donc si je place le champ country, donc country qui est un élément géographique reconnu par Tableau, tout de suite il me place un certain nombre d'informations sur la carte. Et puis donc ensuite je peux venir par exemple poser des éléments donc là, sur les valeurs. Donc du coup je peux ensuite filtrer soit sur les quantités exportées ou sur les quantités importées. J'affiche mon filtre pour permettre de présenter mes données. Et puis, donc effectivement, moi j'ai choisi plutôt de travailler sur les céréales et pas forcément sur les données d'agriculture. Donc voilà, en filtrant sur mes données de céréales. Et puis je vais positionner ici mon filtre annuel. Voilà, et donc là, je vais pouvoir voir évoluer. Donc voilà, en quelques clics, vous voyez que j'ai pu déjà me créer une visualisation qui est très sympa. Je peux ensuite changer le code couleur pour quelque part améliorer un peu la visualisation. Voilà. Qu'est-ce que j'ai créé d'autre hier? Je me suis créé quelque part ici une évolution des quantités importées et puis des quantités exportées par année. Avec donc ici j'ai intégré une courbe de moyenne et puis là si on veut par exemple faire un focus sur la France, voilà, donc là j'ai un focus sur la France. On pourrait faire un focus aussi ici dans le jeu de données sur l'Union européenne. Et donc voilà, ça me permet de visualiser les quantités importées. Donc je vois ici par exemple, on a eu un pic d'importation dans les années fin des années 70, début des années 80, avec une diminution. Et là, nos importations, les importations européennes sont reparties à la hausse. Et puis on voit que lui, effectivement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, que l'export a connu une augmentation assez intéressante entre les années 80 et 90. Quelque part une petite stagnation entre 95 et des dizaines d'années entre 95 et 2000, et puis à nouveau une progression sur ces 6 ou 7 dernières années. Voilà, donc c'est un outil qui va permettre de créer un certain nombre de visualisations. Ici, on a quelque part l'écart entre la balance entre l'import et l'export, avec une vision par pays. Donc là, j'étais plutôt focalisé donc sur l'Asie. Voilà, donc ça me permet aussi d'analyser. Ça, j'ai la partie Asie, puis ici la partie Union européenne. Voilà, donc c'est un outil qui va me permettre
assez simplement, par du glisser-déposer, de créer un certain nombre de représentations de manière assez rapide. Voilà, donc très clairement, en fait, la puissance de Tableau, et ça, c'est pour la petite histoire, c'est quelque chose qui m'a bien fait rigoler, parce que j'ai montré la première fois que j'ai fait une représentation Tableau, je l'ai montré à ma fille parce qu'elle s'intéressait à ce que je faisais. Et puis, je lui ai dit, écoute, voilà, je travaille avec des data, et puis voilà, tada. Elle me dit, ah tiens, c'est drôle, tada, c'est data à l'envers. Ah ouais, super. Et en fait, voilà, avec Tableau, pour moi, le point, c'est qu'on va vraiment passer from data to tada, parce que en quelques clics, en quelques heures, je peux produire un certain nombre de visualisations qui vont me permettre d'explorer mes données, ce qui n'est pas du tout aisé dans Excel. Dans Excel, je vais pouvoir le mettre sur une carte, je vais pouvoir en faire des bar charts, analyser des tendances, mettre des moyennes, vraiment de manière assez simple et assez rapide. Je passe sur la présentation de Tableau. En quelques mots, avant de passer la main et de vous faire profiter du retour d'expérience d'Alexandre Marie de Vivesia. Kirus Smart Data, je disais, c'est une pratique qui est focalisée et orientée vers les solutions Click, Tableau et Alteryx, mais pas que. On a aussi on développe des compétences autour d'autres outils innovants et orientés self-service, comme Burst, comme Spotfire. Et puis, on a également des compétences autour de microstratégie visual analyse. Notre cœur de métier et notre cœur d'expertise reste Tableau, Click et Alteryx. C'est vraiment nos trois piliers technologiques. Kerus et Tableau, on est partenaire de Tableau depuis 2011. On a aujourd'hui à Paris une équipe qui représente une petite vingtaine de consultants, qui a aujourd'hui 5 ans d'expérience sur Tableau, avec un certain nombre de belles références, notamment chez Vivesia, mais aussi à la CNP, et puis chez d'autres clients. On a vraiment une offre de service complète où on va vraiment privilégier la proximité, l'agilité. On peut vous accompagner dans la formation, on peut vous accompagner dans la création de projets, et puis dans tout ce qui est conseil, choix d'outils, et puis vos premiers projets. Quand je disais qu'on a une offre de services packagés, on a des offres qui vont vous permettre quelque part de faire votre choix d'outils en toute sécurité, dans une démarche d'évaluation qui est guidée, cadrée, dans laquelle on vous fait bénéficier de conseils, de retours d'expérience. On est aussi capable de vous accompagner dans la réalisation des projets, que ce soit vos premiers projets ou vraiment dans la mise en place de tableaux comme une solution de BI d'entreprise. Donc là, c'est pareil, on va chercher quelque part à maximiser et à sécuriser le premier projet, à maximiser le ROI pour avoir cet effet d'évangélisation autour de Tableau. Et puis, on intervient également sur des offres de formation autour de desktop et de serveurs. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à toutes ces offres, on peut en reparler ensuite, et puis ensuite, pourquoi pas venir vous les présenter. De toute façon, je vous laisserai mes coordonnées à la fin. Voilà, je vous propose de partir maintenant à la découverte de Vivesia et du projet. J'ai ici avec moi monsieur Alexandre Marie, qui est le responsable analyse marché chez Vivesia. Donc, je vais le laisser un petit peu présenter Vivesia, présenter son projet. Et puis, ce que je vous propose, c'est au cours de ce retour d'expérience, d'être ouvert à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions à M. Marie. Et je lui ai envoyé un message pour ça. Pour effectivement que ça puisse être assez interactif. Monsieur Marie, à vous. Oui, bonjour à tous. Tu dis à maman que Russe l'a prévenu à 13h et moi par SMS et téléphone à 17.
Donc, Tout le monde Alors, entend la on fait conversation ce réveil, hein. d'un collègue. très bien. Si vous pouviez juste bien penser, toutes et tous, s'il vous plaît, à couper potentiellement vos micros ou à les allumer si vous avez une question pour que tout le monde puisse participer correctement et avoir les infos. Je vous remercie. À vous, Monsieur Marie. Merci. Donc bonjour à tous et merci de m'accueillir dans le webinaire. J'espère que le partage d'expérience un petit peu à travers le projet Kérus là, sur la base de données vous permettra à vous de prendre du recul et bien souvent de vous rassurer. Pour nous en tant que comment dire, sur ce projet assez innovant, on a toujours cherché un peu à se rassurer, être sûr qu'on était dans la bonne direction et qu'on n'allait pas sur une usine à gaz. Et je crois que c'est quand même souvent ce qui est bloquant quand on passe d'une ancienne techno à une nouvelle. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ça. En quelques mots, donc Vivesia, pour peut-être certains connaissent, j'ai vu quelques noms dans l'agriculture, dans les participants. Vivesia, c'est un groupe agroalimentaire qui est implanté dans le quart nord-est de la France, qui a une origine, bien sûr, de coopératives agricoles dont les adhérents agriculteurs sont actionnaires. Et le groupe a la particularité d'avoir développé des business à travers des industries de transformation de céréales, à base essentiellement de céréales, sur la France, l'Europe, mais aussi dans différents continents du monde entier, notamment à travers le Malte, pour produire de la bière. Donc c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est quand même un groupe qui est assez important dans son secteur. On a 19 000 adhérents et collaborateurs. On est logé dans le top 10, top 12 France. Si on prend les critères céréaliers, on est la première COP en France en termes de tonnage. Et voilà, on a des activités dans 24 pays, 4 continents. On a également un centre de recherche avec une centaine de chercheurs qui a une renommée internationale. Voilà un petit peu pour les quelques chiffres clés. Maintenant, pour vous présenter un peu plus loin, le groupe il a quelques défis qui tournent autour de l'alimentaire, de l'économique, de l'environnemental et le sociétal. L'alimentaire parce qu'il faut nourrir cette population grandissante dans le monde, donc avec des challenges assez importants et aussi des opportunités de création de valeur à travers la chaîne de process industriels, transformation alimentaire. Également économique pour accompagner les agriculteurs dans les modifications environnement, notamment la politique agricole commune, qui est en train de changer un peu de cap, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, ces agriculteurs auront moins d'aide et vont devoir être de plus en plus performants. Donc le groupe Vivesia voudra bien sûr les accompagner dans ce challenge. Et puis environnemental parce qu'il faut protéger les ressources naturelles tout en s'adaptant au changement climatique et sociétal pour bien sûr promouvoir le rôle de l'agriculture dans la société. Donc notre ambition c'est créer un groupe coopératif agri-industriel innovant. Je pense qu'on est tout à fait dans ce créneau actuellement. Et moi plus particulièrement au service analyse marché, c'est un service qui a été créé la post-fusion. Il faut quand même rappeler que Vivesia, c'est un nom récent qui a été créé en 2012 par la fusion de deux groupes coopératifs, créant donc cette entité Vivesia. Moi, je suis arrivé juste à ce moment-là, en 2013, pour créer en fait la cellule d'analyse marché qui n'existait pas. Avant, on faisait appel à des cabinets extérieurs. Et donc, depuis 2013, on a mis en place beaucoup de développement, de bases de données, mais tout était via les anciens process, du Excel, l'extraction plutôt manuelle sur des sources qui sont essentiellement externes du groupe. On travaille en fait de la donnée mondiale, comme l'a présenté un petit peu tout à l'heure Thomas sur les données de la FAO. Alors on utilise un peu moins la FAO, mais on est beaucoup sur des données type USDA, c'est l'Office américain de l'agriculture. Et on a une multitude de sources, une 50 ou une centaine de sources qui nous amènent des données que le marché
que les opérateurs de marché en fait vont suivre. C'est-à-dire que nous on est sur mon cœur de métier, c'est d'essayer de décrypter les tendances de marché pour que les opérateurs du groupe, les traders, optimisent leur position et ne subissent pas la volatilité des marchés, mais la transforment plus en opportunité, quoi. Euh, donc, pour cela, juste pour vous rappeler, parce que c'est quand même un monde un petit peu barbare, on est donc sur des marchés financiers des matières premières agricoles et on essaye de sécuriser en tout cas les positions des traders dans un contexte de volatilité extrêmement violente parfois. Et pourquoi ces marchés sont volatiles? En fait, ils suivent la loi de l'offre et de la demande au niveau mondial, entre l'offre de grains et effectivement la demande, et on retrouve un stock final, un stock d'équilibre qui va nous donner un prix d'équilibre. Et en fonction des phénomènes climatiques, des comportements climatiques, mais également des comportements des acheteurs, des vendeurs, des importateurs, la qualité des grains, la logistique, le comportement des agriculteurs, est-ce qu'ils vont vendre ou pas vendre. Voilà, on a tout un tas de facteurs d'influence plutôt macroéconomiques, parfois micro, qui vont impacter l'équilibre des prix. Et donc pour nous, il est extrêmement important de suivre les estimations de production, donc des composantes du bilan d'offre et de demande, donc que ce soit production, consommation, importation, export, etc., transformation. Et pour cela, on fait nos propres estimations et on se cale sur des références, par exemple l'USDA, le ministère américain, mais aussi beaucoup d'autres, pour essayer d'anticiper les mouvements en fait. Donc ce service créé en 2013, on a connu un développement continu. On a souhaité développer l'intelligence économique sur les marchés et on avait une productivité, enfin on se sentait toujours un petit peu, menacé par attention, on travaille sur des fichiers Excel qui peuvent cracher, parce que des fois on arrive sur des volumétries assez importantes. On avait des fichiers, on en a encore, à 50 mégaoctets par exemple. Alors lorsqu'il faut le mettre à jour, on est toujours un petit peu inconfortable, parce qu'on sait que le fichier peut cracher. Et donc on souhaitait améliorer notre productivité pour éviter justement ce genre de problème de sécurité et de performance, quoi. Donc nous on est un service pour tous les entités métiers liés à la volatilité des marchés, donc c'est la coopérative qui va collecter le grain, c'est l'industriel qui va acheter du grain pour le transformer en produit industriel, alimentaire. Et on est ce que j'expliquais juste avant, c'est qu'on est dans une ambiance extrêmement volatile en permanence et il faut toujours prendre une décision sur la position du marché, sur la position de l'entreprise par rapport à l'exposition au risque. Et donc, notre rôle ici, ça va être de les aiguiller en faisant tout un tas d'études préliminaires sur l'offre, la demande, les tendances, les saisonnalités, les timings, les comportements, etc. Donc, tout ça nous amenait en fait sur ce phénomène open data, qui était finalement de comprendre que tout ce qu'on faisait en téléchargeant bien souvent à la main. Enfin, à la main, ça veut dire on va sur un site, on fait une requête, on extrait un Excel ou on extrait un Word, un PDF ou même du HTML et on va créer des fichiers de données qui vont nous servir pour ensuite développer des tableaux de bord. Voilà, ça c'était l'ancienne façon de faire. Et cette façon de faire, elle a ses limites, dont je vous en parlais, c'est de cracher les fichiers, donc c'est un gros risque de sécurité, et aussi de temps homme utilisé pour mettre à jour les données. Et puis, on va dire qu'il y a le troisième axe qui est développer une valeur ajoutée supplémentaire. L'objectif du projet, c'est gagner du temps, sécuriser et créer de la valeur, quoi. Effectivement, c'était une première question. C'était effectivement quelles étaient les problématiques auxquelles vous faisiez face, mais vous l'avez parfaitement exprimé et c'est des problématiques qu'on rencontre régulièrement. C'est d'abord une multitude de sources de données.
Donc effectivement, dans votre cas, beaucoup de données open data, mais ça signifie eh bien, effectivement en mode manuel des téléchargements. Vous nous avez parlé aussi de productivité qui était entachée quelque part par le manque d'outils performants, puisque vous faites face à une centaine de sources de données. Et donc, dans un secteur où quelque part vous avez besoin et vous avez un devoir d'être réactif pour pouvoir suivre au mieux le marché, ma compréhension, c'est qu'effectivement, la solution qui était avant ne répondait pas forcément à l'ensemble de ces exigences. Hein, c'est bien ça. Oui, exactement. Enfin, en fait, elle y répondait, mais avec des risques, quoi. Des risques de manque de réactivité, des risques de sécurité, et du coup aussi des risques d'être un petit peu court en temps pour analyser correctement les données, quoi. Vous passiez plus de temps en fait à compiler des données et à les préparer plutôt qu'à les analyser. Disons qu'on avait effectivement, je crois qu'après je montre des graphiques de gains de temps prévisionnels par rapport à l'ancienne méthode et la nouvelle. Je crois on avait une trentaine d'heures équivalent hommes par mois. Et faut savoir qu'on est quand même pas très nombreux, hein. On est 2 personnes à analyse marché, voire avec des stagiaires qui tournent un petit peu. Donc on est une équipe relativement courte, hein. C'était aussi à prendre en compte dans le besoin. Et effectivement, 30 heures mois, ça nous paraissait, c'est comme si on passe quasiment une semaine, une des 2 personnes passe une semaine à mettre à jour, quoi. Donc la deuxième semaine, il faut préparer les fichiers, les mettre en forme, et la troisième semaine, il faut donner un conseil. Autant vous dire qu'en fait, il faut tout le temps faire les 3 en même temps, analyser, intégrer et donner des recommandations aux traders. Donc effectivement, on avait ce problème de réactivité, et on passait beaucoup trop de temps à collecter la donnée et valider la donnée, en fait, parce que vous savez que quand on le fait manuellement, on s'expose en fait à des erreurs de manipulation, et ça fait aussi partie d'un des enjeux du projet, c'est-à-dire éviter l'erreur humaine dans les saisies de fichiers qui servent à alimenter la base de données, quoi. Qu'est-ce que vous diriez en termes de déclencheur? Qu'est-ce qui vous a poussé ou à quel moment vous vous êtes dit ok, là stop, j'en peux plus des fichiers Excel, il me faut un autre outil. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier? Le déclencheur, je pense que c'est aussi, il y en a plusieurs. Le déclencheur, il est autour de l'enjeu, en fait, de notre métier pour le groupe. Donc, juste avant, on a cité 3 points qui étaient pour nous des points extrêmement forts, qui nous permettaient, en tout cas, de justifier l'utilisation de moyens supplémentaires pour améliorer nos performances et améliorer la sécurité, essentiellement, hein. Un deuxième déclencheur qui est l'évolution du monde de la data. Je pense que on passe pas une journée sans voir une innovation dans notre environnement, que ce soit personnel, professionnel, ou dans les équipements, hein, électroniques, dans les véhicules, sur les réseaux sociaux par exemple. Je suis assez large dans tous mes exemples là, mais on s'aperçoit quand même très rapidement que aujourd'hui, si on se met en ordre de marche open data, big data, on a quand même beaucoup à gagner à travers justement l'utilisation de données soignées, j'ai envie de dire, sécurisées, propres, pour des analyses plus performantes, quoi. Alors bien sûr, ça prend du temps, il faut se caler, il faut se mettre en place, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Il y a énormément de perspectives d'exploration sur la donnée, et donc ça, c'était le deuxième déclencheur. Je pense que on évolue dans un monde de la data qui bouge bien, et une fois qu'on avait fait une approche un petit peu de quelles étaient les possibilités, on a vite compris qu'effectivement on était dans la bonne direction pour se préparer à aujourd'hui, mais surtout dans 10 ans, quoi, par exemple, dans 5-10 ans, quoi.
D'accord. Et puis peut-être un troisième déclencheur qui était effectivement, ça recoupe un peu les deux autres, hein, mais c'était beaucoup trop de temps passé pour utiliser des données, créer un tableau de bord, un graphique, une analyse voilà, bien argumentée, sachant que lorsqu'on veut faire bien, on veut croiser des données de différentes sources. Lorsqu'on était sur l'ancien système, effectivement, on avait des fichiers de données qui n'étaient pas du tout sur la même sémantique, sur le même format. Donc pour comparer les données, c'était compliqué. Il fallait retravailler encore, reprendre du temps de préparation si on voulait croiser deux sources d'origine totalement différentes, mais qui pouvaient, D'accord. en les croisant, créer une valeur à l'analyse. Alors qu'aujourd'hui, on va vous le montrer tout à l'heure, dans le nouveau système, en ayant formaté sur le même format toutes les données, sur la même sémantique, donc le même vocabulaire de détermination des variables, on s'ouvre vraiment un spectre d'analyse bien plus grand, quoi. Donc justement, vous parliez d'étapes, un projet en quelque part, là, un projet en deux étapes. Vous parliez d'une phase d'analyse des sources de données, donc de consolidation de données, donc plutôt de notion de centralisation, d'automatisation de la collecte, de préparation des données dans un langage commun, et puis ensuite une troisième phase de restitution. Ma question, c'est aujourd'hui, concrètement, comment s'est déroulé le projet, quelle a été sa durée, et puis comment Kérus a pu vous accompagner dans la réalisation, et puis, in fine également, quels ont été pour vous les facteurs clés de succès de ce projet? Alors, donc si on reprend l'origine du projet, effectivement, on s'était posé ces questions-là dont on vient de discuter, donc on a mis en place en fait une équipe d'experts dotée d'informaticiens, d'un responsable de projet, d'un responsable plutôt BI data, quoi, et puis comment on les appelle, d'un développeur, quoi. Et puis nous, on avait l'équipe métier en face, et on créé en fait une communauté, hein, avec un sponsor qui était en fait mon boss, hein. Donc on a fait un travail préliminaire qui était vraiment de se rassurer, est-ce qu'on est dans la bonne direction. Donc là, pour le coup, on a été étudier toutes nos sources, savoir si elles étaient compatibles en open data ou pas, la proportion de ce qui était compatible ou pas compatible, et est-ce qu'il y a une évolution dans le temps, parce qu'on s'aperçoit quand même que plus on avance dans le temps, plus les sources se mettent aussi en ordre de marche. Nous, on est totalement dépendant des sources, hein, puisqu'on tape sur des sources externes qui sont plus ou moins publiques ou payantes d'ailleurs, et qui vont pas forcément s'efforcer de nous donner le format souhaité, quoi. Donc on prend le format qu'ils donnent, donc souvent c'est un standard, mais qui va évoluer avec la technologie. Et donc nous, on a fait cette étude préliminaire pour jauger le potentiel en fait de gain de temps sur l'automatisation déjà dans un premier temps, quoi. Et après, c'était de dire, une fois qu'on a fait ça, est-ce que c'est jouable d'avoir un système de reporting qui soit intelligent et assez simple, ergonomique à utiliser. Et c'est là où on a fait un dossier, on a fait un appel d'offres, on a eu plusieurs prestataires qui ont répondu, dont Kérus. Kérus nous a convaincus au niveau des outils utilisés. Donc dans un premier temps, c'est la data intégration autour d'un ETL, hein, c'est un extracteur en fait de données. Je ne sais pas si tout le monde est familiarisé, mais en gros, on va dire que c'est une pieuvre qui vient taper sur les différentes sources, les différents formats disponibles. Ça consolide la data dans un hangar de données, un infocentre.
Et ensuite, on va redéfinir les vocabulaires, la sémantique, remettre tout sur le même format euh, par des règles, hein, des basculements comme tu l'as montré tout à l'heure dans ton exemple, pivotage de données, euh, pour pouvoir ensuite travailler sous tableau, quoi. Et donc, est-ce que ça s'est déroulé comme prévu? Quelle était la durée? Euh, donc la durée, nous, on a pris notre temps, hein, parce que en fait, on avait fait un premier appel d'offres qui avait débouché sur un prestataire, mais ça nous avait pas rassuré. C'était pas Kairos d'ailleurs. Euh, on avait compris, enfin notre sujet était un peu complexe puisqu'on a un cœur de métier qui dans l'open data, big data, je pense qu'il est un petit peu nouveau. Euh, donc c'est vrai que le prestataire avait du mal à comprendre en fait nos enjeux. Euh, donc nous on a souhaité refaire un appel d'offres. En fait on a retravaillé notre cahier des charges, on a refait un appel d'offres. C'est là que Kairos en fait a répondu et nous a vraiment, je pense comme tu l'as fait tout à l'heure Thomas, convaincu sur les outils, le spectre d'outils disponibles et a vraiment été force de recommandation sur les technologies à utiliser, aussi en phase avec notre SI Group, dans l'optique éventuellement d'utiliser du tableau sur d'autres cœurs de métier, mais également aussi d'utiliser éventuellement l'intégrateur, puisque tout ça, vous savez, nécessite des licences, hein, donc voilà, c'est quand même une démarche stratégique groupe d'aller investir sur de la technologie, quoi. Donc tout ça faisait partie du cœur du projet, hein, et dans la conduite, donc je vous disais dans le timing, ça nous a pris, notre phase préliminaire, elle a duré beaucoup plus longtemps que prévu, hein, on a dû mettre 6 mois, et puis on a mis le projet en stand-by pendant 6 mois et on l'a recommencé. Mais une fois qu'on a vraiment démarré avec Kairos, je crois qu'on a mis une petite année avant de dérouler tout ce projet et d'arriver au bout, quoi. Il faut quand même apporter quelques précisions. Ce projet, il a été conduit en mode forfait. On avait alloti le développement du projet. Euh, la volonté derrière tout ça, c'était de monter en compétence sur les outils. Donc Talent, avec notre support informatique développeur qui était donc formé par l'équipe Kairos et qui aujourd'hui est autonome sur l'outil d'intégration euh, et qui est en lien donc avec le métier pour ajuster, corriger en cas de besoin. Et puis Tableau sur lequel l'équipe métier, donc analyse marché, euh, a été aussi sur le même principe, est monté en compétence à travers un système d'allotement du projet, quoi. Donc la première phase, Kairos était acteur, nous on était observateurs. La deuxième phase, on était tous les deux en développement et en validation. Et en troisième phase, en fait, on a nous-mêmes développé et Kairos nous corrigeait si besoin, quoi. Donc voilà, la volonté c'était de monter en compétence et de gagner en autonomie sur ces outils pour pouvoir aller plus loin dans le développement aussi par la suite, quoi. Donc je sais pas si j'ai perturbé parce que j'ai parlé de phases, mais là tu as affiché différentes phases, hein. Quelque part on est là sur centraliser, automatiser, euh, mettre à dispo la data dans l'infocentre et restituer via tableau, quoi. Donc on est vraiment sur ces trois phases. Euh, Très bien. Est-ce que tout s'est déroulé comme prévu? On a eu Voilà, forcément c'était ma question. des moments, enfin on a eu des petits coups de frayeur, et puis on a éteint les feux, hein. Mais globalement, ça s'est quand même plutôt bien passé. Ce que je peux dire moi dans la conduite du projet, on est quand même dans un métier où en fait on est en permanence sollicité par le climat, les éléments influents dans notre marché, donc notre cœur de métier. Euh, donc quand on conduit ce genre de projet, on planifie au mieux, mais on est souvent perturbé par des phénomènes externes du projet. Euh, mais voilà, Kairos s'est montré plutôt, comment dire, agile autour de la prestation et a su également, lorsqu'on tirait un peu la sonnette d'alarme, parce qu'on avait peur d'être dans une mauvaise direction,
voilà, on a su reposer les choses sur la table, se poser les bonnes questions. Est-ce que là, il n'y a pas est-ce qu'on va pas dans un cul-de-sac, hein, en gros, et on a réussi à corriger en allant via cette méthode agile, en fait, on a pu corriger le tir sur les éventuels risques autour du projet, quoi. Donc aujourd'hui, nous, on a une solution clé en main. Euh, on est autonome sur les outils et on est prêt, on se sent assez prêt pour absorber de nouvelles données ou passer en automatique des nouvelles sources qui vont changer de format et vont se mettre à l'ère du temps pour continuer voilà, de développer nos performances d'analyse de marché, quoi. Et vous diriez du coup que cette agilité qui a été mise dans le projet, avec cette démarche de lotissement et puis quelque part ce transfert de compétences, cet accompagnement et un peu cette co-réalisation, vous diriez que ça a été bénéfique au projet? Je pense que oui, alors j'essaie d'être le plus objectif possible, mais forcément on a vécu le projet. Globalement, on pense avoir fait les bons choix, évidemment. Mais ce que je peux dire, c'est que vu nos spécificités de métier, vu nos besoins, on avait quand même, je pense qu'on a bien fait d'allotir et de jouer sur la montée en compétences, parce que on voulait pas en fait se retrouver un petit peu spectateur du développement, ne pas franchement comprendre et le jour où on veut créer des nouveaux tableaux de bord, ne pas franchement être capable de faire. Ça, c'était vraiment les craintes qu'on avait. Et je pense que voilà, la montée en compétences progressive dans l'accompagnement Kérus a été vraiment bénéfique. Et je pense que c'est l'un des facteurs clés de succès, hein, du projet, clairement. Après, c'est la rigueur. Je me souviens encore au tout début, lorsqu'on faisait les ateliers préparatoires pour savoir, voilà, telle source de données, elle sert à faire ça, etc. Et elle sera donc intégrée de telle façon, avec telle sémantique, tel vocabulaire, enfin, de variables. Euh, c'est vrai que c'est dans ces étapes préliminaires où il faut vraiment être extrêmement pointilleux, être bien sûr des fois se répéter, de revalider à plusieurs reprises, enfin, être sûr que voilà le prestataire et le métier sont bien en phase, parce que ben voilà, si on se trompe sur les phases préliminaires, forcément on aura des conséquences dans le développement du projet. Donc D'accord. voilà, je pense facteur clé de succès, c'est vraiment il faut être dans son rôle, quoi. Chaque acteur du projet doit être dans son rôle et vraiment valider, contrôler que tout se passe bien et ne pas avoir peur de tirer un peu les sonnettes d'alarme parfois, même si c'est juste pour remettre de l'attention de tous les membres du projet afin d'éviter une perte de temps et une perte économique par la suite, quoi. Très bien. Et aujourd'hui, quel bénéfice vous tirez de Tableau et potentiellement du projet qui a été réalisé? On se rappelle que vous aviez vous passiez effectivement beaucoup de temps avant sur l'intégration de données, sur des problèmes, effectivement, des risques qui étaient liés à des fichiers Excel qui étaient extrêmement volumineux, des risques en termes d'erreurs de saisie. Aujourd'hui, que ce soit sur Tableau ou sur l'ensemble du projet, quels sont les bénéfices et le ROI que vous avez pu obtenir? Donc, il est important quand même de dire là aujourd'hui que nous, on a pris un tout petit peu de retard sur nos développements. Enfin, donc le projet s'est très bien passé. On a eu la solution clé en main. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a une équipe courte, on a un cœur de métier qui est extrêmement sollicité par la communauté client, on va dire, des traders, et par les phénomènes macroéconomiques ambiants. Je pense que personne n'est passé à côté du Brexit ou
ou des genres de choses. Euh, donc nous, on a décidé en fait de se concentrer sur notre cœur de métier. Donc on a mis un tout petit peu en stand-by le développement. Donc aujourd'hui, de parler de ROI pur et dur, c'est-à-dire qu'on l'a remesuré, voilà, je préfère vous dire tout de suite, on n'a pas pu se remesurer, à savoir les performances temporelles et de puissance d'analyse. On n'a pas pu encore vraiment les mesurer. Par contre, on a ce sentiment que effectivement maintenant on est équipé pour valider le plan qui était de dire on va gagner du temps, on va renforcer la force d'analyse et on va pouvoir explorer plus de ce spectre de données, quoi. Donc en gros, c'était le plan, hein, c'était de passer et diviser par deux en fait ce temps de mise à jour. Euh, donc aujourd'hui, je peux pas vous le confirmer, mais a priori, je pense qu'on est en bonne voie pour le confirmer, puisque on a quand même les sources qui sont automatisables représentent énormément de volumétrie, donc ça nous permet à nous d'éviter les erreurs sur ce genre de volumétrie et de gagner du temps clairement. Donc Très bien, donc quand même voilà, un ROI sur quand même un bon, quand même une bonne chose d'avoir pu automatiser un certain nombre de traitements d'alimentation et d'avoir aujourd'hui un environnement qui soit consolidé, sécurisé, fiabilisé, sur lequel vous pouvez monter vos analyses. Effectivement, je comprends que vous n'avez pas forcément eu le temps d'utiliser Tableau, mais en tout cas, vous vous sentez à l'issue du projet capable de réaliser de nouveaux tableaux de bord et de continuer votre exploration. exactement, ouais, non, il ne faut pas que mon discours entache un peu, mais c'est juste une question de timing, hein. On est tout à fait à l'aise, nous, et très contents d'avoir choisi Tableau. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la montée en compétences, le consultant Tableau, en tout cas, on l'a challengé au maximum par rapport à ce qu'on voulait faire de l'outil. On l'a aussi challengé pour qu'il nous aide à soulever des axes un petit peu qu'on ne voyait pas à travers l'outil, notamment sur le mapping, sur des choses comme ça. D'accord. Et effectivement, on sort du projet où on est autonome, et je pense qu'il nous l'a. Voilà, on a fait dans les formations, il y avait des exercices sur des jeux de données hors métier, des jeux de données ensuite dans nos développements qui étaient sur notre cœur de métier. Il nous a bien confirmé et c'était notre principale crainte, hein, qu'on ait un bel outil mais qu'on sache pas s'en servir, quoi. Donc voilà, en allant, c'est toujours évidemment c'est ce même comment dire. Il n'y a pas de mystère, quoi. Il faut s'entraîner pour réussir, quoi. Au départ, la première fois qu'on utilise Tableau, on est dans un environnement tout nouveau. On se demande comment on va faire notre graphique, quoi. Et puis finalement, en manipulant, je crois que tu l'as montré quand même tout à l'heure dans la démo, c'était relativement simple de faire des choses percutantes. Voilà, donc nous c'est ça qu'on souhaite faire, et on est tout à fait confiant pour le faire, et on est persuadé que Tableau est un bon outil pour y arriver, quoi. Rapidement, est-ce que vous pensez donner des suites à ce projet dans votre domaine ou dans d'autres domaines métiers au sein de Vivesia? Tout à fait. Donc ce qu'on peut dire, c'est que nous, on est en phase 1 dans notre projet Open Data. Donc ça a été surtout de se structurer, de se mettre en ordre de marche, de mettre les systèmes informatiques compatibles, on va dire, dans un premier temps, de créer ces systèmes. Donc la phase là, elle est réalisée. Maintenant, on est dans cette phase où on va utiliser les données de reporting, utiliser nos tableaux de bord, continuer de les créer, de les développer. Notre utilisation, nous, ensuite, de ces reportings, c'est de les véhiculer, en fait, vers notre communauté de traders. Donc, on utilise pour ça un site web. Mais pour le moment, c'est du dépôt de documents, quoi. Donc, on produit nos dashboards, on produit nos reportings, on va créer du PDF et on va le déposer sur un site web.
Donc notre étape future, en fait, vise à intégrer le reporting directement dans le site web de façon à enlever cette charge de dépôt de documents, en fait, qui, mine de rien, consomme du temps aussi, et gagner encore plus en réactivité, effectivement, pour la communauté qui utilise ce site web qui est le véhicule de nos publications. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est l'un des projets, l'une des suites en tout cas de ce projet autour de notre service. Mais également, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on prend la décision d'aller sur ce genre d'outils, on se pose des questions de compatibilité SI Group. Et voilà, bon, nous on est dans un groupe, comme je vous le disais, qui a fusionné récemment, donc on est en pleine restructuration et déploiement aussi de technologie. Donc on a fait le choix également, où je crois que c'est bien parti, d'aller sur la solution Tableau aussi dans ce qui est direction des achats, donc gestion du reporting de l'activité achat groupe en fait. D'accord, très bien. Donc effectivement, là, vous êtes plutôt dans la démarche tableau, donc de démarrer petit et puis ensuite de tirer les bénéfices d'un premier projet, d'augmenter le périmètre fonctionnel et puis ensuite d'adresser potentiellement d'autres secteurs métiers. Merci beaucoup Alexandre pour votre témoignage. Je vous propose de montrer rapidement quelques dashboards. Alors, de manière assez rapide, effectivement, vous nous disiez tout à l'heure qu'une des problématiques clés, c'était de pouvoir unifier un certain nombre de données de sources différentes pour pouvoir croiser les informations. Et donc, ça, c'est à l'écran. Donc, on voit quelque part une avancée. En fait, sur l'axe des X, on a les semaines et une avancée, une évolution des semis de blé en Argentine, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, comme tu le dis, donc on a harmonisé en fait les datas de façon à pouvoir créer nos reporting. Pour vous donner une idée, on va suivre une quinzaine de pays exportateurs dans le monde sur lequel on va suivre l'avancée semaine par semaine des travaux au champ. Donc là, c'est les semis de blé. Mais on fait pareil pour la récolte, on fait pareil pour l'avancée des rendements cumulés, on fait pareil pour tout un tas de variables en fait autour des travaux au champ. Et donc ici, voilà, c'est un sujet blé Argentine. Donc là, ce qu'on a fait sur ce tableau de reporting, c'est qu'on est allé puiser dans la source, on a identifié les bonnes variables, on les a glissées, vous le voyez sur les colonnes et lignes. Et en fait, nous on voulait, si vous voulez, pouvoir donner un petit peu de force au reporting en disant voilà, on est sur l'année 2014 par exemple. C'est une campagne donc il y a 2 années, elle est à cheval sur 2 années. On voulait aussi la mettre dans son range 10 ans. Donc là, on a fait la zone grisée, en fait, c'est les ranges, donc la fourchette d'avancée la plus rapide et la plus lente des semis de blé en Argentine, de façon à pouvoir donner aux lecteurs, aux traders, un repère par rapport à l'historique, quoi. Donc là, on avait créé avec des formules, des champs calculés, mini, maxi, on a fait une zone qui permet, quand on rajoute la variable temps, c'est-à-dire on étudie 10 ans dans l'historique, voilà, on a réussi à grapher cette zone grisée, permet de montrer l'histoire depuis 10 ans et de mettre les courbes actuelles en valeur, quoi. Donc ça, on l'a fait sur les 15 pays et les 15 cultures qu'on suit. Là, on a un autre tableau de bord là, qui nous permettait, nous, de mettre en évidence la production mensuelle d'huile de palme en Malaisie. En fait, à droite, on a, par exemple, des indicateurs de disponibilité de blé par région du monde. Donc voilà, on s'aperçoit à travers ce graphique que les disponibilités sont très lourdes sur certains pays, et ce qui peut nous permettre, nous, de prendre des décisions sur l'équilibre de prix entre 2 régions du monde, par exemple. D'accord, effectivement. Et puis là, un dernier tableau de bord où on voit effectivement des évolutions d'offres et de demandes. Donc là, avec
des notions de graines et puis une vision par pays. Hein. Exactement. Donc en fait, là l'idée c'est de présenter l'état de ce qui est l'offre et la demande sur un tableau de bord en fait qui est, vous en apercevez pas trop, mais tout est lié. Hein. Donc là, si je change la commodité, donc la culture, en fait les deux graphiques vont se mettre à jour. Donc je peux passer de soja à maïs, à tourteau, à blé, à orge, ce qui va permettre en fait de rester en phase, hein, d'avoir un graphique qui est bien mis à jour, quoi, et surtout qui limite aussi le temps de mise à jour. Quand on veut changer la vue de la situation, on change le produit et on change le pays et tout se synchronise, quoi. Très bien, très bien. Aujourd'hui, vous êtes satisfait des tableaux de bord et des visuels qui ont été développés et vous vous dites tiens, si j'ai un peu de temps, vous avez envie vous aujourd'hui de vous mettre un peu à la création. Complètement, oui. Mais comme vous le dites, c'est si on a un peu de temps. Donc dès qu'on aura du temps, clairement, on passera ce temps pour encore améliorer nos reporting et puis en créer de nouveaux pour voilà, créer de la valeur. Mais ce que je vous disais, c'est que nous, là, dans ce timing de l'année, enfin, vous n'êtes pas tous de la planète des grains. J'ai vu qu'il y a Elie Magrin, je pense qu'il sait ce que c'est. On est le 30 juin. Aujourd'hui, on n'a pas une minute où on n'a pas franchement une minute à nous, quoi. On doit savoir quelle sera la qualité de la récolte, la quantité, et on a des périodes de rush, voilà, entre 15 juin, 15 août, 15 septembre. Donc je pense que notre phase de redéploiement, de développement supplémentaire, hein, ce sera plus dans la saison creuse pour nous, qui est un peu plus pendant l'hiver. Mais voilà, en tout cas, on est formé. Je pense il faut aussi qu'on l'entretienne, comme on se disait tout à l'heure. Il n'y a pas de secret. Hein. Si on est formé à un outil et qu'on se laisse un peu aller, on aura du mal à reprendre. Mais je pense que voilà, il faut se le dire, il faut prendre du temps, s'organiser. Et je pense que tous les métiers qui veulent automatiser sont dans le même cas de figure que nous. C'est-à-dire, c'est toujours un problème de temps. On met trop de temps à mettre à jour, on met trop de temps à le poster, à l'analyser. Donc voilà, donc on est dans cette démarche et je pense que progressivement on va gagner de l'avance, à mon avis, par rapport au futur et par rapport au benchmark, concurrent, quoi, qui n'est peut-être pas encore passé en open ou big data et qui s'il le fait plus tard, peut-être qu'il aura un peu plus de temps pour se mettre à la page. Très bien. Alors en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. J'espère que vous avez pu éclairer et rassurer peut-être un certain nombre de participants qui souhaitent se lancer. Je passe rapidement sur un certain nombre de références et puis ensuite je vous propose de conclure. On a déjà dépassé un petit peu. Voilà. Encore une fois, merci Alexandre pour votre témoignage, surtout dans ces périodes effectivement de rush pour vous. Je vous enverrai ici, bien sûr, effectivement, vous pouvez poser quelques questions. Je vous en prie, si vous avez quelques questions, je pense que c'est le moment de les présenter. J'affiche juste mes coordonnées à l'écran pour l'ensemble des participants. Si vous souhaitez nous contacter, voilà, mes coordonnées sont à l'écran et je suis à l'écoute de l'ensemble de vos problématiques. Je vous propose qu'on passe effectivement à un certain nombre de questions-réponses. Je vous écoute. Oui, bonjour, Jean-François Gras de Bayer. Bonjour. Bonjour. On a vu Tableau, hein, c'était l'objectif du webinaire, mais on a beaucoup parlé de bénéfices liés à la préparation des données, tout ce qui était alimentation, préparation, croisement. On est d'accord, Tableau n'est que, je dirais, l'outil final de restitution. C'est pas Tableau qui permet de préparer. On l'a vu d'ailleurs chez Vivesia, c'était Talent. C'est ça. Hein, c'est que Tableau va permettre de mieux récupérer les données, mieux les restituer, mieux les organiser.
Par contre, on est d'accord que la grosse problématique dans ce type de projet, c'est tout ce qui se passe en amont et toute la préparation des datas. Exactement, Oui, tout à la fait. préparation, tout à fait. La préparation est vraiment très très importante. Pour reprendre une métaphore un peu culinaire, globalement, l'œuf et la farine sont vos datas. La préparation, c'est la recette. La préparation des données correspond à la recette. Et puis, quelque part, la partie visualisation avec Tableau, c'est le nappage et et les décorations qu'on va pouvoir mettre sur le gâteau. Et donc, quelque part, si la recette n'est pas bonne, le gâteau, il aura beau être le plus beau du monde avec des jolies décorations, l'expérience utilisateur ne sera pas satisfaisante. Donc, effectivement, la partie préparation de données est très, très importante. Elle peut être faite par des outils qui sont vraiment dédiés à cette préparation. Il y a quelques fonctionnalités de préparation de données avec Tableau. Vous avez vu dans la démo, moi j'ai directement transposé dans Tableau. On peut aussi faire de la consolidation de données avec Tableau et du blending, donc de la consolidation de sources. Mais effectivement, c'est pas le cœur de métier de Tableau d'être dans la préparation de données. Tout à fait. Merci. Oui, moi j'ai une autre question en fait. On travaille dans une multinationale, bonjour, qui est d'une assez grande taille aussi. Et donc je pense que en fait, Monsieur Marie doit être un data scientist. Et ils ont 2 data scientists à temps plein qui sont appuyés par une équipe de support, probablement des personnes en stage ou des choses comme ça. Et en fait, je voulais savoir combien de temps ça leur a pris pour développer la totalité du projet. Alors, est-ce qu'on est data scientist? Notre profil, c'est analyse de marché. Donc, on a des compétences en agriculture, en finance, et on va essayer de décrypter en fait les tendances de marché. Je sais pas si on. Mais c'est ce que fait un data scientist, de toute façon. Exactement. Sauf que ça peut faire plus de choses en termes de valorisation des prix, différentes choses. Exactement. Mais je pense qu'on est sur des profils comparables de toute façon, oui. Donc, combien de temps ça a pu nous prendre? C'est pas évident. Depuis le départ du projet, en fait, quand vous avez conçu moi je comprends très bien cette histoire de formatage des données. Quand vous avez conçu, nous avons une problématique. Nous souhaitons faire un concept pour la modifier et comme vous l'avez mentionné, vous avez eu 2 tours d'appel d'offres parce que c'est effectivement assez difficile aujourd'hui de faire des appels d'offres qui sont clairs et qui parlent aux professionnels même du secteur parce qu'on est dans des choses assez nouvelles. Et donc, vous avez fait 2 appels d'offres, après vous avez fait une réalisation de projet et là vous êtes dans la clôture et vous voyez les résultats de ce que vous avez fait. Donc la totalité, ça vous a pris combien de temps vous estimez? 1 an, 2 ans? La totalité, vraiment, totale. Ouais, Donc, à partir du début de la rédaction du premier cahier des charges. Ouais, parce que déjà, il faut avoir le concept. 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Mais 2 ans et demi, en prenant en compte que voilà, on a mis le projet en stand-by pendant un certain temps, quoi. Pendant 6 mois, je crois qu'on était un petit peu off. Donc on va dire que c'était quelque part 2 ans. Et si on considère au moment où on l'a lancé la deuxième fois et où ça a pris, qu'on s'est rassuré avec l'éditeur, qu'on a commencé à lancer les démarches du projet, là par contre ça a pris 1 an, je pense. Il me semble que c'était printemps. Il me semble qu'on était printemps 2015, et qu'on avait un objectif de terminer le projet, donc qui était alloti en 3 lots pendant l'hiver. Donc on avait prévu 7 mois environ. Moi j'étais assez conscient qu'il y aurait du retard parce que bon, ça se passe pas toujours normalement, il faut toujours prévoir ça quand même. Donc on s'était mis une marge à peu près de 20%. Et puis on a effectivement terminé au printemps. Donc on a mis une année complète entre le moment où on a trouvé Kerus, entre le moment donc où ensuite on a pu faire des approches de problématiques métiers avec l'éditeur. Et ensuite, alors après pour aller un peu plus loin, combien de temps on a mis pour développer le reporting? On va dire qu'une fois qu'on est un peu familiarisé, on est capable de, voilà, en quelques heures, de se faire un truc sympa, quoi, un truc qui parle. Oui. Voilà.
Merci beaucoup. En fait, je dois dire que nous, par exemple, dans notre groupe, on a des délais assez similaires. Je voulais juste vérifier, en fait, si c'était un peu inéluctable, mais je pense qu'on est dans des délais qui sont de toute manière, il faut savoir où on va et c'est difficile de raccourcir les délais si on n'a pas, une charte, très précise de là où on va, en fait. Exactement. Et pour compléter votre question, effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui dans la pratique, c'est que effectivement, sur certains projets de choix d'outils, notamment, ce sont des projets qui nécessitent effectivement d'avoir déjà d'avoir identifié un cas d'usage, d'identifier un ou plusieurs métiers qui vont être pilote dans l'expression de leurs besoins. Et puis ensuite, notamment sur les parties choix d'outils, développement validation des outils et développement de prototypes. On est sur des projets généralement qui, en termes de délai, sont aux alentours de 2-3 mois. Tout ça parce qu'effectivement, il y a dans notre démarche aussi, ce qu'on propose et ce qu'on préconise surtout, c'est quelque part d'impliquer les utilisateurs métiers très très en amont du projet, au démarrage du projet, et qu'ils puissent être impliqués tout au long des décisions et même dans la prise en main des outils pour, in fine, comme dans le cas de Visestia, favoriser l'autonomie des utilisateurs et la prise en main de la solution. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Je souhaiterais poser une question concernant les métadonnées. Nous, on essaye donc de mettre en place des tableaux de bord pour le maximum de consommateurs et on a besoin de documenter les données pour que les gens aillent choisir les bonnes données, tout simplement. Et donc, je voulais savoir si dans le tableau, il y avait la possibilité de renseigner ces données. Alors, est-ce que dans le tableau, il y a la possibilité de renseigner ces données? Oui, en fait, quand vous allez pouvoir publier une source de données sur le serveur pour que les utilisateurs puissent accéder aux données, vous avez la possibilité d'intégrer effectivement des informations sur la source, sur l'objectif et le rôle fonctionnel de la donnée. Et puis, donc, de manière à ce que, quelque part, à créer un premier cadre de gouvernance à travers ce dictionnaire de données via la publication de sources, oui, effectivement. Et c'est une problématique Alors, juste pour donner mon partage d'expérience autour de cette sémantique, en fait, pour qu'elle soit égale sur toutes les sources. Alors après, là, je vous parlais d'un problématique utilisateur, donc qui va vouloir avoir un langage universel, je pense. Donc nous, notre problème, c'était de dire, dans cette étape de préparation de données, on a un pays, par exemple, qui va appeler le blé blé. Et puis dans un autre pays, ça va être en anglais, ça va être 8. Dans un autre, ça sera dans une autre langue, en espagnol, trigo. On avait besoin d'uniformiser ce langage. Donc nous, on est passé par des tables de correspondance. En fait, on a listé tous les produits de tous les pays, toutes les cultures de tous les pays, et on a donné des tables de correspondance, quoi. Dans le même exercice, comme on travaille sur des campagnes dans l'espace-temps, en fait, on n'est pas sur une année civile, on est sur une campagne pas fiscale, mais commerciale, qui est du coup dépendante du pays et de la culture. Donc là, pour le coup, on a dû faire aussi des tables de correspondance en disant, voilà, si on s'intéresse aux États-Unis au blé, il faut savoir que la campagne, c'est 1er juin, 31 mai. Si on va en Europe, c'est 1er juillet, 30 juin. Si on va en Australie, c'est 1er octobre, 30 septembre, etc. Donc on avait besoin, pour des raisons de logique, de données, c'est-à-dire que nous, derrière, on va faire des objectifs par rapport au nombre de semaines restantes dans le calendrier. Donc on avait besoin effectivement de mettre en place des tables de correspondance. Et je pense que si on le fait bien, en théorie, dans le reporting, dans Tableau, finalement, c'est relativement simple. On se retrouve avec un seul nom de culture qui est harmonisé pour tous les pays,
Pareil pour les noms de pays, hein, si c'est écrit en anglais, en français, selon la source. Donc ça permet d'avoir voilà, ce vocabulaire universel, donc cette sémantique qui permet une utilisation plus judicieuse, plus facile, intuitive. Merci. Ça a donné un peu plus d'explications. Bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai perdu l'audio. Oui, c'était tout bon pour la question précédente. Oui, Oui, Joachim Belliger de Bayer, j'ai une question. Je souhaiterais plus revenir, on va dire, sur la restitution des données, notamment Oui. du tableau. Et je voulais savoir, donc plus pour récupérer l'avis de Kyrus là-dessus, quand est-ce que vous conseillez d'utiliser Tableau ou alors un autre outil genre ClickView? J'ai l'impression qu'ils répondent pas forcément les deux aux mêmes besoins. Est-ce que vous pouvez me confirmer Non. ça? Je vous confirme tout à fait. Alors, si on parle de ClickView, on est plus dans un outil qui est effectivement orienté data discovery. C'est tout à fait vrai. C'est toutefois un outil qui est beaucoup plus pardon, à destination de développeurs ClickView, développeurs IT. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne partie de script pour la construction d'un modèle de données avant d'arriver aux créations de restitution. Donc sur l'écosystème Click, donc on a ClickView, donc qui est plus, je vais dire, pour une BI Data Discovery qui va être une BI guidée, donc avec des axes d'analyse qui sont prédéfinis et des graphiques et des tableaux de bord qui sont construits par des utilisateurs IT, certes en méthodologie agile, avec des utilisateurs métiers qui sont impliqués, mais on est plus dans une construction par l'IT, ou en tout cas par des développeurs qui ont une bonne connaissance de ClickView. Sinon, dans Click, il y a un outil qui s'appelle ClickSense, donc qui est lui clairement plus orienté vers le self-service et les utilisateurs métiers, donc avec un outil qui est du coup beaucoup plus simple et intuitif pour des utilisateurs métiers, et donc beaucoup plus orienté vers le self-service. Concrètement, et pour faire une synthèse, effectivement, Tableau est plus en concurrence avec ClickSense sur la partie self-service, et ClickView, lui, est plus un outil qui permet de faire de la data discovery, qui permet de faire de l'analyse visuelle, mais pour lequel il y a plus une nécessité et de compétences techniques à développer. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, en effet, merci beaucoup. Très bien. Est-ce que j'ai eu un petit raté sur l'audio? Est-ce que j'ai loupé d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions suite à ce webinaire? Non, pas d'autres questions. Je regarde sur le chat. Voilà, effectivement, merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Merci à Alexandre pour son témoignage qui, j'espère, vous aura éclairci et éclairé sur les démarches, sur les apports de Kyrus, et puis aussi sur les constituent des facteurs clés de succès. Vous avez tous et toutes reçu au cours de ce webinaire de la part de Kyrus un questionnaire à remplir d'évaluation de ce webinaire. Je vous remercie de bien vouloir le remplir. Moi, ça va me permettre d'améliorer le contenu, le support. Et puis, une fois ce questionnaire rempli, on pourra vous communiquer les supports qui ont été présentés et également l'enregistrement de ce webinaire. Il n'y a pas d'autres questions. Il me reste à vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous êtes convaincus aujourd'hui des capacités de Tableau. J'espère qu'on a pu vous présenter l'environnement Tableau et puis quelle était sa puissance via cette démo.
Merci encore à Alexandre Marie de Vivesia pour son témoignage. Et puis, bien, écoutez, n'hésitez pas à contacter Thierry si vous avez si vous souhaitez être accompagné dans des projets de data visualisation, de préparation de données, ou si vous souhaitez démarrer, à être conseillé sur des choix d'outils, sur du prototypage, être assuré sur certaines capacités des différents outils. N'hésitez pas à nous solliciter, et je reviendrai vers vous avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous. Et puis, écoutez, vous avez aussi la possibilité d'utiliser Tableau en vous connectant au site Tableau, en téléchargeant une version d'évaluation pour monter vous-même quelques visualisations et avoir cet effet from data to data. Tada! Voilà, je conclurai là-dessus. Merci à toutes et à tous. Et puis, n'hésitez pas à revenir